Bonjour tout le monde. Magali Girard, je suis la directrice générale du Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale, le CIQS. Et il me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour un autre de nos midi-webinaires. Midi-webinaire intéressant cette semaine ou ce mois-ci. Présentation de l'Institut de la statistique du Québec. Alors, il me fait plaisir d'accueillir Frédéric Fleury-Pailleur et M. Alexandre Paquette de la direction des statistiques sociodémographiques de l'ISQ dans le cadre de nos midi-webinaires. Une présentation, souvent nos midi-webinaires, c'est l'occasion de vous présenter des données là, qui sont disponibles soit dans les quadrisses, les centres d'accès aux microdonnées de l'ISQ, ou dans les centres de données de recherche de Statistique Canada. Mais aujourd'hui, ça va être une présentation spéciale sur la surmortalité et le calcul de la surmortalité. C'est un calcul que je ne connaissais pas ou qui était, semble-t-il, mal connu pré-pandémie. Et ce calcul-là s'avère un éclairage intéressant sur l'effet de la pandémie sur notre profil démographique. Et donc, M. Fleury-Pailleur et M. Paquette vont nous expliquer là, comment le concept de surmortalité peut ajouter un éclairage nouveau là, aux effets de la pandémie sur notre population. Et donc, c'est ça, M. Fleury-Pailleur est démographe expert, puis est en charge d'analyse de la mortalité et des projections démographiques. Et puis, M. Paquette est aussi démographe de formation, puis un des analystes responsables du suivi de la surmortalité au Québec. Alors, comme habituellement, nos webinaires sont enregistrés et seront rendus disponibles là, éventuellement sur notre chaîne YouTube. La présentation devrait durer 25-30 minutes et suivie d'une période de questions-réponses. Alors, pendant la présentation, là, je vous invite à utiliser le Q&A, la section questions et réponses de Zoom pour inscrire vos questions. Puis, ça sera au moment de la période de questions, j'utiliserai cette fonction-là de Zoom. Là. Mais sinon, vous pouvez aussi attendre à la fin de la présentation puis prendre le micro pour poser vos questions. Alors, je ferme ma caméra, je ferme mon micro et je vous laisse la parole. Puis, je voudrais prendre l'occasion pour vous remercier de prendre du temps ce midi pour cette présentation. Merci. Bonjour, oui, merci à vous. Merci au CQSS pour l'invitation, à Pascal et Magali pour l'organisation et toute l'équipe derrière. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui a quand même fait couler beaucoup d'encre au cours des 2-3 dernières années. On va y aller rapidement parce qu'on a beaucoup de contenu. Est-ce que vous voyez bien d'abord la présentation partagée? Est-ce qu'on peut avoir un OK que la présentation est bien partagée? Oui? Oui, ça va super bien. OK, donc on va regarder rapidement c'est quoi ça, cette fameuse surmortalité? La plupart d'entre vous qui êtes inscrits, je crois, aujourd'hui, bon, en avez une petite idée. Donc, on va peut-être plus parler des enjeux méthodologiques derrière tout ça. On va évidemment regarder des résultats, comment comparer avec les décès COVID. Hein, c'est un peu en lien avec le titre du comparable, incomparable. Comment bien interpréter tout ça. On va avoir peut-être un petit focus sur les effets de moisson qui sont assez mystérieux pour plusieurs. Et ensuite, on va en tirer bien évidemment quelques conclusions. D'abord, qu'est-ce que la surmortalité? C'est bien sûr l'écart entre les décès observés lors d'une période de crise et les décès attendus normalement. Et ça, bien sûr, c'est une estimation indirecte de l'effet d'une crise sur la mortalité. Une approche donc très statistique. Hein? Il faut quand même un certain nombre de décès dans l'observation pour que ça soit significatif. Sinon, la marge d'erreur devient immense et difficile d'y voir quelque chose. Donc, c'est vraiment une approche statistique et elle est indirecte, mais elle est fiable. Hein? Parce que la lourdeur des tendances démographiques, on le sait, sont beaucoup plus lourdes et régulières que certaines tendances économiques, par exemple.
et c'est spécialement le cas pour la mortalité. En fait, on peut quasiment considérer que le N d'observation dans la mortalité, ce n'est pas nécessairement le nombre d'individus, mais c'est chaque cellule qui compose le corps d'un individu qui vieillit et ou chaque organe qui vieillit et qui finalement peut flancher rendu à un certain moment. Donc, cette grande quantité, dans le fond, d'observation fait en sorte que même pour des petites populations, les tendances peuvent être relativement lourdes en ce qui a trait à la mortalité. Il faut savoir que cette approche-là nous donne un bilan net global. Ça inclut l'ensemble des conséquences que la pandémie peut avoir eues sur la mortalité, y compris des conséquences positives. Par exemple, s'il y a eu une baisse des accidents de la route, ce n'est pas le cas d'ailleurs, mais ça aurait pu l'être, ça aurait été inclus là-dedans. Et donc, c'est à garder en tête. Et aussi, ça a été une critique, en fait, qu'on a pu entendre à l'occasion que d'autres facteurs donc, qui sont externes à la pandémie peuvent y contribuer, comme par exemple les canicules, l'enjeu des surdoses d'opioïdes, notamment dans l'Ouest canadien. Mais heureusement, on peut circonscrire à l'aide des causes de décès ces autres causes-là et on peut aussi en exclure l'effet. Mais ici, on ne dit pas obligatoirement parce que ça peut être pertinent, en fait, de les garder dans l'analyse si on pense que, par exemple, les surdoses ont augmenté comme une conséquence indirecte de la pandémie. Et il y a certaines personnes qui disent que peut-être que les canicules peuvent avoir été, l'effet des canicules peut avoir été exacerbé par la canicule ou les séquelles d'avoir été infecté à la COVID-19. Donc, c'est une technique d'analyse très ancienne, comme vous l'avez dit, Mme Girard, juste avant, je crois, mais qui était assez peu utilisée avant la pandémie, sauf quand même pour les grippes, les canicules, les conflits, c'était quand même un peu suivi, surtout en Europe, mais quand même relativement peu, et peu de littérature aussi là, sur le sujet, sur les meilleures pratiques méthodologiques notamment, là, c'était pour ainsi dire le désert. Avant la pandémie, il s'en est écrit un peu depuis. Et c'est probablement ce qui explique pourquoi il y avait peu d'expertise sur le sujet dans les institutions là, statistiques à l'étranger, partout dans le monde, ou les agences de santé publique. Et ce qui fait que, en fait, on a vu que ça avait été souvent très mal mesuré au début de la pandémie, peut-être par des approches un peu naïves, et malheureusement, ça l'est. Encore maintenant, là, la collaboration scientifique semble ne pas toujours fonctionner sur tous les enjeux en ce moment. Donc, maintenant qu'on a dit un peu c'est quoi, c'est pourquoi hein, on veut tellement l'analyser cette année ou depuis le début de la pandémie. C'est qu'il y a eu des problèmes, évidemment, avec le dépistage de la COVID-19 qui était souvent déficient, surtout au début de la pandémie. Donc, il y a eu un sous-dénombrement des cas de COVID-19, de décès recensés. Et il y a aussi le fait que des causes de décès, hein, souvent, surtout aux grands âges, sont souvent multiples. On n'en meurt qu'une fois, mais souvent de plusieurs causes là, qui se conjuguent pour en arriver à notre dernier jour. Donc, comment on comptabilise la COVID-19 lorsqu'elle est seulement une cause contributive ou secondaire au décès? Et lorsqu'elle en est la cause principale, mais qu'il y en a d'autres, comment on la pondère, comment on lui attribue la responsabilité du décès. Donc, c'est quand même assez complexe. C'était déjà complexe avant la pandémie. Ça le reste encore, mais la pandémie nous l'a démontré de manière très claire à quel point tout ça est complexe. Et comment comptabiliser, par exemple, des décès qui ne sont devancés que de quelques jours ou quelques semaines. Est-ce que est-ce qu'on veut l'inclure de la même façon dans le bilan de la COVID-19 que quelqu'un qui de 35 ans qui n'aurait jamais vu ses jours écourtés s'il n'eût été de la COVID-19? Donc, il y a toutes ces questions-là. Et puis, donc, il y a la solution. Donc, la solution, c'est tout simplement l'estimation de la mortalité accidentaire, toutes causes confondues, qui est la surmortalité.
Et depuis le début de la pandémie, la surmortalité est généralement plus élevée que le nombre de décès COVID rapportés, soit environ de 3 à 4 fois plus à l'échelle mondiale, selon les estimations de l'OMS et du modèle The Economist. Ça peut être expliqué par le fait qu'il y a certains pays qui ne recensent tout simplement pas leurs décès COVID. Ils ont une surmortalité importante, mais ils font juste pas l'analyse par cause. Donc, dans les chiffres de surmortalité, elle est élevée, mais dans les décès rapportés, elle est faible. Donc, ça peut être ça qui explique 3 à 4 fois plus. Mais pour le cas du Québec, la surmortalité est inférieure au décès COVID. Donc, ça a quand même soulevé beaucoup de questions, y compris chez nous. On voulait vraiment avoir une méthode là, à toute épreuve pour être sûr que ce n'était pas un biais de la méthode qui faisait en sorte que, contrairement à la plupart des endroits du monde, la surmortalité était inférieure au décès COVID, mais on n'est pas les seuls quand même. Là. Il y a certains pays, étrangement, beaucoup de pays là, ou de régions de l'espace francophone, comme en France, en Suisse et en Belgique. L'Allemagne aussi, là, dépendamment des périodes, a eu moins de surmortalité que de décès COVID. Donc, ce n'est pas unique au monde, mais le ratio, à tout le moins, là, entre décès COVID et surmortalité semble être parmi les plus bas là, au monde, au Québec. Donc, comme je l'ai dit, c'était une méthode ancienne et était vraiment à dépoussiérer, hein, parce qu'il y avait quand même une bonne base, mais il y a une complexité là-dedans qu'il fallait prendre en compte et on en est arrivé à se dire, bon, on voulait vraiment la méthode la meilleure qui soit. Comment on est arrivé à ce résultat où on voit, par exemple, ici la courbe des décès observés, qu'on dit estimés, et les décès attendus normalement. Et on ceinture ça d'un intervalle de prévision à 95 %. Tout cela a des enjeux méthodologiques. Là. Même déjà, juste compter les décès estimés, c'était pas toujours évident au début. Donc, les décès attendus, encore moins. Quand on dit, je disais tout à l'heure que c'est une méthode fiable, c'est bien sûr à condition d'avoir des résultats historiques aussi qui sont fiables, des observations du passé qui sont fiables. Donc, c'est le cas pour la plupart des pays de l'OCDE, par exemple, mais il y a des pays à l'étranger où, en fait, il y a un enregistrement de décès, mais si l'enregistrement des décès, par exemple, s'est amélioré à cause de la pandémie, ça semble avoir été un peu le cas là, en Amérique latine, donc ça peut avoir un impact. Donc, c'est quoi qu'on veut faire? C'est un exercice de modélisation très, très intéressant, d'ailleurs, à essayer là, de façonner ce baseline qu'on appelle là, ou le contrefactuel que nous, on va vous nommer. Donc, il y a une tendance séculaire qu'on appelle la tendance à long terme, là, le rythme d'augmentation annuelle des décès qui est surtout dû au vieillissement de la population parce qu'en fait, l'espérance de vie augmente, donc la mortalité à âge égal, en fait, au Québec depuis un bon nombre d'années diminue. Donc, qu'est-ce qui drive l'augmentation des décès? C'est le vieillissement et la croissance de la population. Et à cela, il faut calculer un pattern, un profil saisonnier des décès. Et tout en se demandant, les anciens pics, là, comme ici, vous voyez, il y a certaines semaines, on voit là, qu'en 2015, 2018, 2013, ils sortent même là, du Zoom qu'on a fait pour que vous voyez bien comment les décès peuvent fluctuer. Est-ce qu'on les inclut dans la normale ou donc il faut faire une gestion des outliers, là, il faut tenir compte des outliers. Bref, on reproduit ce pattern saisonnier-là, là, on le conjugue à la tendance séculaire et ça nous donne là, notre contrefactuel sur lequel on va se baser pour la suite des choses. Mais si on va encore plus loin, est-ce que ce pattern saisonnier-là a varié avec le temps ou est tout simplement resté le même? Donc ici, nous avons plusieurs courbes de la répartition des décès dans une année en semaine et nous avons juste avec des courbes qui se défilent de l'évolution. Mais si nous regardons plus la comparaison entre 1980 et 2020, nous pouvons voir que la répartition des décès
pendant les semaines d'été a diminué depuis entre 1980 et 2020. Et pour se déplacer vers le début de l'année, dans les premières semaines de l'année, ici. Mais si on regarde plus vers la fin de l'année, nous pouvons voir que la répartition est demeurée quand même semblable, même depuis 1980. Et aussi intéressant de voir qu'il y a comme une petite bosse dans les semaines 40 à 45 qui est assez étonnant. On ne la connaissait pas, cette bosse-là, là, et elle nous intriguait. On a vu là, qu'elle semblait s'observer dans plusieurs endroits du monde. Historiquement, elle était assez stable. Donc, une espèce de petit soubresaut de mortalité automnale là, qui serait à approfondir. Et puis, si on peut expliquer un peu l'évolution de ces courbes-là, ben, on sait qu'à une certaine époque, les accidents de la route et certains accidents là, qui surviennent plus souvent l'été étaient plus fréquents dans une population aussi plus jeune, tandis que maintenant, ben, vous voyez, une population plus vieille, c'est un peu normal que la normale des décès de la saisonnalité soit un petit peu plus concentrée à l'hiver. Donc, c'est pour ça que quand on va vouloir faire des analyses historiques, c'est important de prendre en compte cette saisonnalité changeante. Donc, maintenant, je vais vous parler des composantes et des paramètres pour l'estimation de la surmortalité. Donc, le premier, ce sont les décès observés qui sont généralement les plus faciles à obtenir, donc je ne vais pas trop en parler. Et le grand défi, c'est d'avoir la courbe des décès attendus, soit le contrefactuel. Donc, il y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est de choisir le nombre d'années de référence. Est-ce qu'on prend 5 ans, 7 ans, 10 ans? Ça dépend beaucoup de la population que nous avons, de la région et tout ça. Si, par exemple, nous avons une population où le nombre de décès à chaque année augmentait de façon linéaire, ou restait stable dans les dernières années, ou même qui diminuait linéairement, alors prendre une longue période de référence pour être correct. Alors que si nous avons une population où dans les dernières années, que les tendances ont vraiment changé beaucoup, alors prendre une période de référence plus petite serait plutôt préféré. Donc, le deuxième paramètre, c'est la méthode utilisée. Donc, est-ce qu'on prend la simple moyenne du passé récent? Idéalement, c'est une méthode à éviter. Donc, on prend plus en compte les tendances démographiques et les tendances de mortalité. Et aussi, comme je l'ai expliqué, la saisonnalité, c'est aussi une grande partie. Troisièmement, l'unité de temps, est-ce qu'on préfère une dimension plus hebdomadaire, calculer les décès attendus à chaque semaine, ou plus une dimension mensuelle? Ça dépend beaucoup des données que nous avons. Si nous regardons plus un niveau macro pour le Québec, le total et tout ça, une dimension hebdomadaire pourrait convenir vu que les effectifs de décès vont être assez élevés pour permettre cette analyse-là. Alors que si nous y allons dans le détail par région, par sexe, par groupe d'âge et tout ça, alors il y aura moins de décès par catégorie, donc une dimension plus mensuelle qui regroupe plusieurs décès serait préférée. Et le quatrième paramètre, c'est l'indice de mortalité. Est-ce qu'on préfère prendre tout simplement le nombre de décès en N, des taux de mortalité générale, des taux de mortalité par âge, standardisés selon l'âge, ou même l'espérance de vie? Donc, tout ça, c'est des trucs à déterminer. Donc, le défi, c'est de bien calculer la normale ou le contrefactuel. Donc, ici, nous avons la courbe des décès observés et nous avons testé plusieurs modèles au fil des mois. Donc, le premier modèle qui avait été testé, c'est le modèle FFP simple. C'est une méthode que Frédéric avait élaborée au tout début. Et par le deuxième modèle qu'on a testé, c'est le modèle Acosta 1, qui provient de Enrique Acosta, qui est un ancien étudiant du département de démographie de l'Université de Montréal et qui a un doctorat et qui est maintenant au Max Planck Institute et qui nous a beaucoup aidés. Et il avait élaboré un modèle, une courbe sinusoïdale pour modéliser ça. Le troisième qu'on a testé, c'est la méthode Farrington, qui est une méthode utilisée par plusieurs agences statistiques à travers le monde, notamment Statistique Canada. Et le dernier, c'est la version révisée du modèle Acosta, qui est maintenant la méthode que nous utilisons sur le site web de l'ISQ. Qui nous a permis de prendre en compte justement cette petite bosse-là automnale que la simple fonction sinusoïdale ne permettait pas de manière aussi optimale. Oui. Donc, mettons, on se demande, c'est quoi la méthode Acosta qui est utilisée par l'ISQ? Il y a deux options pour chacun des paramètres.
Premièrement, pour la tendance séculaire, on peut soit choisir des logs linéaires ou des p-splines. Rapidement, des p-splines, c'est tout simplement la somme de plusieurs coefficients qui va lisser une courbe, comme la courbe en rouge que nous voyons à droite. Et ça fait la somme de les différentes courbes sinusoïdales, c'est des coefficients et tout ça. Donc, je vais rester là pour l'explication. Et pour le deuxième paramètre, c'est la saisonnalité. Encore une fois, on peut choisir soit entre des courbes sinusoïdales ou des p-splines. Donc, les avantages de cette méthode-là, c'est que ça fonctionne avec des taux ou un nombre de décès et ça permet aussi une modélisation optimale de la saisonnalité et ça prend en compte les outliers. Comme Frédéric l'a mentionné précédemment, quand on modélise une courbe de décès attendue, on ne veut pas nécessairement ajouter les événements qui se sont passés dans le passé, comme les canicules, les grippes et les événements où il y a de la surmortalité. Donc, ce modèle-là permet d'éliminer certaines où c'est vraiment flagrant à surmortalité pour avoir une meilleure modélisation de décès attendus. Donc, en bref, c'est très flexible dans la définition de nos paramètres. Donc, allons-y pour quelques résultats. Cette courbe, peut-être vous l'avez déjà vue dans les médias. Donc, c'est la surmortalité exprimée en pourcentage. Donc, on a atteint là, lors de la première vague un 57 là, autour de la fin mai, fin avril, début mai 2020. Ensuite, on voit la deuxième vague et on voit aussi surtout au début 2022 là, le pic de la première vague Omicron. On va rapidement passer là-dessus pour montrer que, bon, on peut faire le cumul de ces courbes-là. Par exemple, si on regarde 2020, pour l'ensemble de 2020, on en arrivait à une surmortalité de 8 disons. Pour 2021, moins 0,3. Donc, c'est clairement dans la marge d'erreur. On peut dire une surmortalité nulle. Et depuis le début de l'année 2022, on est autour de 6 Ce qui est intéressant, c'est de voir que aussi par sexe, ça semble, les hommes et les femmes semblent vivre le même événement, semblent être exposés quand même aux mêmes tendances, quoique il y a des subtiles différences que si on fait une moyenne mobile, par exemple, où on voit très bien là, que lors de la première vague, la surmortalité en pourcentage est plus élevée chez les femmes, mais il faut quand même avoir conscience que la mortalité de base est moins élevée chez les femmes. Donc, en mortalité relative absolue, là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas nécessairement qu'il y a eu beaucoup plus de décès chez les femmes que chez les hommes à ce moment-là. Par la suite, bon, la surmortalité semble être toujours un peu plus élevée chez les hommes que chez les femmes, et ça nous ramène un peu à ce qui est observé ailleurs dans le monde. Donc, c'est bien quand même de voir aussi que ce 8 %-là pour 2020, il faut remonter là, à 1937 avant de voir une telle fluctuation annuelle, sur une base annuelle. Donc, il faudrait refaire l'analyse par mois ou par semaine. Là. Nous, on a des données fiables jusqu'à 1975. Il faudrait voir dans le détail, si on voulait remonter plus loin. Et bien sûr, ici, là, la grippe espagnole qui a surtout sévi en 1918, mais également en 1920, qui était plus élevée. Donc, on peut cumuler ça sur l'ensemble depuis le début de la pandémie. Donc, le nombre d'essais observés qu'on a eu par rapport à ce qui aurait été attendu selon les tendances pré-pandémiques. Mais pour le Québec, on en arrive à 4,6 de plus, ce qui est quand même, ici, c'est une sélection de pays qui est loin d'être exhaustive. Là. Puis, en fait, on a fait un effort de mettre tous ceux qui étaient plus bas que le Québec, mais il y en a beaucoup plus là, qui sont bien au-dessus. Là. Il y a beaucoup de pays d'Amérique latine, d'Europe de l'Est qui ont une très forte surmortalité. Ici, on a quand même mis l'Afrique du Sud, là, qui est plus ou moins comparable avec le Québec, mais on l'avait ajouté là, dans le temps de la vague Omicron là, parce qu'il y avait une pertinence là-dedans. Et le Canada, Québec, là, autour de 8 présentement. Donc, on a des graphiques comme ça sur notre site web. Hein. On ne va pas vous montrer chacune des courbes. On vous invite à aller voir sur notre site web dans la section sur mortalité
pouvez jouer avec un graphique interactif, là, changer l'axe des abscisses, l'axe temporel, et enlever ou ajouter des courbes dépendamment des pays, des provinces ou des États américains également qu'on vous montre. Bon, ici, on voit que là, à l'échelle du Canada, le Québec avait eu la plus forte première vague, suivie par l'Ontario. Ensuite, bon, l'Alberta et la Colombie-Britannique se maintiennent toujours au-dessus du Québec, sauf peut-être lors de la vague Omicron là, qu'on les a rattrapés. Et on voit très bien, là, je pense que vous le voyez, la canicule de 2021 en Colombie-Britannique. Donc, je pense que tout a calculé la différence. Oui. Mais la différence pour la Colombie-Britannique, si on enlève cette période de canicule-là lors de la troisième vague, c'est un passage d'une surmortalité de 16% vers 10% pendant la troisième vague. Alors que si on regarde le Canada globalement, qui est la courbe rouge. La courbe rouge, c'est plutôt une diminution de 0,1% de surmortalité. Donc, c'est vraiment marginal de cette canicule-là pendant cette semaine-là. Donc, plus on agrège, plus un événement qui se concentre dans une semaine et dans un endroit particulier d'une géographie, d'une population donnée, va être finalement avoir assez peu d'impact, mais c'est bien de savoir, d'essayer de mesurer quel était. Donc, si on regarde, par exemple, dans les courbes aux États-Unis, là, on voit l'État de New York qui monte très, très haut. En fait, on peut même isoler la ville de New York dans les données qui sont disponibles sur le site de la CDC américaine, qui monte jusqu'à 7 fois ou même 8 fois, je crois, là, le nombre normal de décès dans la ville de New York, et les autres États de la région Mid-Atlantique qu'on appelle là, ont été très élevés également. Et par la suite, bon, pratiquement tout le temps, les courbes se sont maintenues au-dessus de celles du Québec. Il y a le Massachusetts, oui, pardon, qui a connu des périodes de sous-mortalité. On n'en a pas encore beaucoup parlé, là, de cette fameuse sous-mortalité qu'on peut observer avec cette approche. Le Massachusetts, j'aurais pu le dire seulement une fois, ça aurait été plus facile. Il semble en avoir connu même des plus fortes sous-mortalités que le Québec, donc ça serait à approfondir. Et maintenant, à l'international, on en a pour tous les goûts. On a quelques points de canicule. Là. On a identifié celle de Belgique à l'époque qu'on avait observée, mais c'est pas mal la seule, là, aussi avec l'Espagne en 2022. Les dernières bosses plus récentes, là, si on fait un zoom sur les derniers mois, bon, on voit que dans la 7e vague, là, les deux bosses, je ne sais pas si vous voyez la souris. Donc, oui, la souris ici, donc, qui est au-dessus en Espagne et en Italie, et peut-être plus faiblement la France. Ça doit plus être le sud de la France qui a été touché par une canicule. Donc, à tenir en compte. Mais ici, la vague, ici, c'était en Corée du Sud, qui, après avoir été relativement épargnée, a été lourdement touchée. Et celle-ci m'intrigue beaucoup, c'est aux Pays-Bas, là, c'est juste avant Omicron. On en a assez peu parlé, mais vraiment les Pays-Bas qui ont été vraiment fortement touchés à la fin 2021. Maintenant, si on regarde plus au niveau historique au Québec, on peut comparer la période COVID-19 avec celle du passé et les périodes de surmortalité. Donc ici, nous avons la décennie de 2010 à 2022. Et nous pouvons voir que la COVID-19 en 2020 a été le pic de surmortalité le plus important au cours de cette décennie-là, avec une canicule en 2018, une autre grippe en 2018, une grippe en 2014-2015, 2012-2013 et une canicule en 2010. Et aussi, je veux mentionner que quand je mentionne grippe, ça peut être une grippe ou un virus ou quelque chose qui s'est passé dans ces eaux-là. Souvent, c'est plus la grippe quand même, à ce qu'on en comprend, et la souche H3N2 là, c'est surtout des dommages chez les personnes âgées. Et ce qui est intéressant de regarder avec ce graphique-là, en 14-15, on savait qu'il y avait eu beaucoup de décès en décembre 2014 et en janvier 2015, mais on ne l'avait jamais regardé par semaine. Et comme le pic de cet épisode-là,
était une semaine qui chevauchait à la fois 2014 et 2015, on ne le voyait pas de manière aussi aiguë que lorsqu'on l'a vu par semaine. Donc, il y a vraiment un plus à faire une analyse par semaine. Oui, donc le pic de surmortalité est environ de 55 %. Donc, gardez ça à l'esprit pour les autres décennies. Donc, si on regarde en 2000 et 2010, on peut voir qu'il y a eu deux pics principaux de surmortalité, une canicule en 2002 et une grippe en 2005. Et on peut voir qu'aucune de ces deux-là ne rivalise la surmortalité lors de la COVID. Donc, une décennie très tranquille où les gains d'espérance de vie ont été inégalés, là, très rapides. Ici, on regarde plus la décennie de 90 à 2000. Donc, on peut voir qu'il y avait une période de surmortalité en 99, 94 et 93. Et quelque chose de spécial qui s'est passé en 98. Donc, une grippe ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ça, je vais revenir avec ça plus tard. Et finalement, pour la décennie 80, on peut voir qu'il y a eu une canicule en 1987. Et ça, c'est le deuxième épisode de surmortalité le plus important après celle de la COVID depuis les années 1980. C'était la fois où l'échangeur d'Écarie avait été inondé, là, après, je pense, une semaine complète de très forte canicule à Montréal. Il y avait eu un orage immense. C'était exactement à ce moment-là. Donc, si on regarde plus par région, une observation qui est vraiment étonnante, c'est que justement, en janvier 98, il y a eu une région au Québec qui a eu une surmortalité de 37 % sur un mois, comparativement à toutes les autres régions qui avaient environ 15 % de surmortalité. Donc, vu que les autres régions ont eu environ 15 % de surmortalité, ça peut être expliqué par la présence d'une grippe, justement, mais ça n'explique pas nécessairement pourquoi la Montérégie a été aussi différente des autres. Donc, si vous vous en rappelez, c'était le grand verglas de 1998 que j'ai vécu moi-même à l'honorable âge de 6 mois. Donc, c'est la famille, c'était vraiment une période compliquée. Il fallait vraiment survivre cette période-là. Et donc, c'est étonnant de voir que cette difficulté-là se répercute aussi dans nos chiffres de surmortalité. Et donc, 37 % sur un mois. Il faut savoir que quand on regarde les chiffres par mois, normalement, ça monte moins haut que par semaine. Et puis, même le mois de février aussi, je ne sais pas, c'est autour de 20 % je crois, la valeur de surmortalité pour la Montérégie. Donc, ça semble avoir eu vraiment un effet très visible. Mais généralement, lorsqu'on regarde pas mal toutes les autres décennies, toutes les autres régions, toutes les régions se suivent généralement. Donc, c'est un autre aspect à observer. Donc, maintenant, si on regarde plus par région administrative du Québec pour la période de pandémie, on peut voir que lors de la première vague, ce sont principalement les régions de Montréal, Laval, Mauricie et la partie de la Montérégie incluse dans la RMR de Montréal qui ont été touchées, alors que lors de la deuxième, c'est d'autres régions, soit Chaudière-Appalaches, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale et Centre du Québec. Mais si on regarde plus le bilan pour 2020-2021 pour chacune des régions, on voit que Montréal a eu la surmortalité la plus importante, même après 2 ans, soit à 8 % et l'Estrie qui suit à 6,1 %. Alors que si on va dans l'opposé, les Laurentides hors de la RMR ont eu environ moins 2 % de surmortalité, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de décès qui ont été observés que de décès qui auraient été normalement attendus s'il n'y avait pas eu de pandémie. Donc, ça, c'est quand même un résultat assez étonnant. Et oui, ce ne sont pas les seuls, là. Il y a la Nouvelle-Zélande, les provinces maritimes qui ont un résultat semblable quand même. Oui, donc si on poursuit sur le grand défi de l'interprétation de ces résultats-là, bien, il y a un grand défi du fait qu'il y a eu plusieurs vagues successives. Donc, s'il y a seulement un épisode de canicule ou un épisode de grippe et par la suite, bon, le prochain qui suit est beaucoup plus loin, ben c'est plus simple. Mais là, il y a eu plein de vagues qui se sont succédées. Et si on regarde, par exemple, bon, la première vague, la surmortalité correspond très bien ou assez bien, un peu plus basse là, que le nombre de décès COVID rapportés. Mais pour la deuxième vague, il y a vraiment un gros écart. C'est qu'on peut comprendre que lors de la deuxième vague et tout de suite, en fait, après la première,
il y a cet effet de moisson-là là, qu'on sait qu'il existe logiquement, mais qu'on avait par le passé assez peu pu observer. Bien, il y a forcément un effet de moisson, surtout au Québec, sachant à quel point la première vague a été concentrée dans des milieux de vie, de fin de vie, en fait, dans les CHSLD notamment. Donc, ça peut expliquer cet écart, mais également, il peut y avoir aussi une baisse de la mortalité normalement entendue en raison de la circulation des virus respiratoires qui a été évitée. Et donc, voilà, on a présenté aussi ici quelques petites canicules là, en 2020, c'était la fin mai, déjà assez hâtif comme période de l'année pour avoir une canicule, mais on a aussi début mai en 2022, quand on voit que ces courbes-là sont partagées à la fois chez les hommes et chez les femmes, ce n'est pas le fruit du hasard, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça correspond en fait avec une canicule assez exceptionnelle pour le mois, pour le début mai au Québec. Vous voyez qu'au cours de la période plus récente, par contre, certaines choses semblent changer. On se retrouve avec une surmortalité légèrement supérieure aux décès COVID rapportés. Est-ce qu'on a moins de décès COVID qui sont rapportés maintenant, une certaine normalisation de la chose? C'est à approfondir. Il y a aussi, vous avez entendu parler des virus respiratoires qui sont revenus au galop, peut-être au cours de l'automne, donc à suivre. Et si on compare un peu la même courbe, mais pour l'Ontario, on voit que généralement, sauf peut-être à la deuxième vague, la surmortalité a été supérieure aux décès COVID rapportés. Donc, quand on dit qu'il y a des enjeux de comparaison en utilisant seulement les décès COVID rapportés, ça le démontre assez bien. Il y a une différence de pratique tant dans le dépistage, tant dans les traditions médicales, c'est ce qu'on suppose, dans la façon de donner du détail sur les causes dans un bulletin de vote. Un bulletin de décès, pardon. Et on pourrait regarder les autres régions, mais bon, le temps nous manque, donc on va... ici, on voit à Montréal, notamment, là où la première vague s'est concentrée, vous voyez à quel point la surmortalité là, est très, très proche des COVID rapportés. Un peu moins à la deuxième vague, mais en fait, il faut savoir que s'il n'y avait pas eu de deuxième vague, on peut vraiment penser qu'il y aurait une période de sous-mortalité, donc une période d'effet de moisson. Mais là, il y a eu une deuxième vague. Donc, si on regarde l'écart entre la courbe bleue et la courbe rouge, finalement, ça correspond assez bien au COVID rapporté. Donc, il faut vraiment garder ça en tête dans l'interprétation de ces résultats-là. Donc, ici, on a les courbes Montérégie, Laurentides, Lanaudière. Vous pouvez aller voir sur notre site web, là, ils sont disponibles en pourcentage, mais vous pouvez les télécharger, les tableaux aussi pour les nombres. Vous voyez ici, donc, les autres régions du Québec, là, hors Montréal, la région adjacente, étaient assez épargnées par la première vague, mais ils ont quand même connu une sous-mortalité par la suite. Donc, c'est ce qui nous fait dire qu'il n'y a peut-être pas juste l'effet de moisson là, qui explique la sous-mortalité lors du début 2021. Il peut y avoir autre chose également, comme peut-être une baisse là, dans la mortalité normalement attendue en raison de la grippe ou autre virus respiratoire. Donc, on va peut-être passer rapidement. Ça fera l'objet d'une publication prochaine là, sur la comparaison là, de la surmortalité dans les régions du Québec qu'on vous a présenté un peu, mais c'est toujours intéressant de comparer les décès rapportés avec la surmortalité qu'on estime. Donc, le plus grand écart ou le ratio le plus différent qu'on peut observer est dans les régions adjacentes Laurentides, Lanaudière, Montérégie. Donc, c'est des choses à approfondir. Et puis, si certains d'entre vous doutent encore là, de la mécanique des effets de moisson, si on se concentre sur le groupe d'âge qui est le plus susceptible d'être touché, parce qu'on s'entend, les effets de moisson, c'est quelque chose qui peut être exclusivement observé chez les personnes très âgées, donc susceptibles de mourir au cours des prochaines semaines, mois ou années. Donc, on voit ici que dans la région Montréal et Laval, chez les 85 ans et plus, on atteint jusqu'à moins 30 % là, de sous-mortalité. Donc, au lieu d'avoir 3 décès une semaine ou un mois donné, on n'en avait seulement que 2, ou un peu plus que 2.
Donc, en conclusion, la surmortalité, c'est une approche incontournable pour mesurer la mortalité en temps de crise, surtout si elle touche une population plus âgée ou ce que des contextes de comorbidité et plusieurs causes de décès qui se font compétition entre eux. Donc, c'est une méthode qui doit être utilisée en conjugaison avec l'analyse parcours spécifique. Donc, c'est pas une méthode qui doit primer sur cette analyse-là parce que la surmortalité permet de définir certains pics de surmortalité, certains épisodes de mortalité plus importants. Donc, c'est en se réfugiant dans l'analyse par cause qu'on peut plus regarder qu'est-ce qui s'est passé en plus grand détail. Donc, ultimement, le but, ce serait peut-être de faire l'analyse de la surmortalité par cause, donc en fusionnant les deux concepts. Fait que ça va pouvoir plus nous dire c'est quelle cause qui a été le plus, qui a eu une mortalité qui est différente, différent que d'habitude, pour comprendre mieux le bilan. Quatrièmement, si les décès liés à COVID sont excessivement rapportés, il est normal que la surmortalité soit inférieure à ceux-ci. Comme j'avais mentionné précédemment, il y a des pays qui font juste pas recenser les décès COVID, donc, mais ils ont tout de même une surmortalité. Mais pour le cas du Québec, c'est normal que quand on les a correctement, les décès COVID, alors la surmortalité va être inférieure à ceux-ci. Ça, on peut en conclure que si ailleurs dans le monde, la surmortalité est supérieure aux décès COVID, ça veut dire qu'on en a raté vraiment, vraiment beaucoup des décès COVID qu'on aurait dû rapporter. Parce que même parmi ceux qui ont été rapportés, certains n'ont pas nécessairement contribué à la surmortalité. Et c'est aussi le meilleur outil pour comparer les bilans de mortalité à l'international ou à l'interprovincial. Et finalement, il y aura potentiellement une pertinence pour quantifier l'excès en année d'espérance de vie perdue. Ça serait sur une base annuelle pour vraiment donner plus de poids aux décès qui surviennent à des âges plus jeunes que plus âgés. Donc, pour en savoir plus, veuillez visiter notre site Internet. Merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment intéressant. Je pense que chaque graphique, on pourrait le regarder encore longtemps. Il nous reste quelques minutes, puis on a des questions dans la section Q&A de Zoom. Fait que je vais vous les partager tout de suite. Une question qui a été demandée en début de présentation. Le fait qu'on a eu moins de décès dus à l'influenza, est-ce que ça a été considéré? Non, c'est considéré dans l'interprétation. Mais en fait, la normale attendue est une normale avec une petite saison de grippe. C'est un nombre de décès pour une année ou un hiver, pardon, normal, avec un certain nombre de décès de grippe, mais pas la moyenne des dernières années qui était plutôt assez fortement touchée par la grippe. Donc, ouais, je pense que c'est après que vous avez présenté les graphiques avec les pics, là, où est-ce que vous avez identifié les différentes périodes de grippe, là. Donc, on peut penser qu'une partie de la sous-mortalité qu'on peut observer parfois en 2021, notamment au début 2021, proviendrait du fait qu'il n'y avait pas du tout de virus de la grippe en circulation à cette année-là. Parfait, merci. Une autre question, mais la mortalité touche surtout les personnes âgées. Peut-être plus un commentaire qu'une question. Oui, tout à fait. Oui. Puis les deux dernières questions concernent l'effet moisson. S'il vous plaît, juste davantage expliquer ce qu'est l'effet moisson. Mais peut-être que je suis allé un peu vite. C'est simplement le principe que lors d'une crise, surtout si une crise touche des personnes en fin de vie, comme on ne meurt qu'une seule fois, évidemment, on ne peut pas remourir la semaine d'après ou le mois d'après. Donc, il va se créer une espèce de ressac. Certaines personnes n'aiment pas le mot effet de moisson. Bon, c'est une figure de style là, empruntée à la faucheuse là, qui, une fois qu'elle a récolté son dû ou qu'elle est passée, il y a moins de choses à récolter. Donc, si les personnes fragiles ont été touchées par une première vague,
Donc, c'est attendu qu'il y ait un certain effet de moisson qu'on appelle, ou déplacement de mortalité, harvesting effect en anglais. Voilà. Merci. L'excès de mortalité en Montérégie en 98 ne me surprend pas. C'est un plus un commentaire. Ne me surprend pas. Plusieurs décès par intoxication au monoxyde de carbone et quelques éclosions influenza associées au centre d'hébergement. Une question. Pourquoi aviez-vous choisi le modèle Acosta plutôt que le modèle Lee Carter pour estimer les décès attendus? Bon, le modèle Lee Carter, c'est plus un modèle qu'on utilise pour des projections démographiques là, sur une base annuelle. À ma connaissance, il n'y a pas de modèle de surmortalité qui permet d'intégrer les fluctuations saisonnières basées sur Lee Carter, mais on valide un peu cette projection-là avec un modèle là, qui ressemble qu'on utilise pour nos projections normales par âge, sexe et région. Donc, on l'utilise pour valider en quelque sorte. Est-ce que l'accroissement de la mortalité indiqué au 1er décembre pour 2021-2022 aurait pu changer vos résultats? Pourriez-vous répéter la question? J'ai raté le début. Oui. Est-ce que l'accroissement de la mortalité indiqué au 1er décembre pour 2021 et 2022 aurait pu changer vos résultats? On n'est pas sûr de comprendre. Oui, moi non plus. La mortalité indiquée pour 20... Oui, si vous pouvez préciser votre question. Est-ce que l'accroissement de la mortalité indiqué au 1er décembre pour 2021 et 2022 aurait pu changer vos résultats? Bon, peut-être si la personne je pense que sa question, est-ce qu'il en reste une autre? Oui, il reste une autre question. Il vient juste de rentrer, une autre question qui vient de rentrer. Avez-vous les dates exactes qui déterminent les différentes vagues de pandémie? Ce que vous avez présenté, est-ce que ce sont des vagues de décès ou bien des vagues de cas? En fait, on utilise les dates qui sont sur le site web de l'INSPQ. Donc, c'est vraiment les dates, je pense, mais c'est plus basé sur les cas et non pas sur les décès, comme en fait la première vague je pense, est définie comme commençant le 23 février, mais ce n'est qu'un mois plus tard, ou entre 3 semaines plus tard, qu'on a commencé à avoir les premiers décès. Parfait. On a répondu, merci beaucoup. Alors, je pense que vous avez répondu à la question. Merci beaucoup. Je pense que ça fait le tour de nos questions. Merci infiniment pour votre présentation fort pertinente. Puis, merci à tous d'avoir assisté à la présentation. Je vais vous souhaiter un bel après-midi. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir.